Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Salut Anthony. Hello Benoît. Ça va ? Ouais, toi ? Ouais, super. Écoute, aujourd'hui, moi j'ai bien envie qu'on parle d'un sujet assez important qui est souvent mis de côté, les RH dans des transfos agiles. Qu'est-ce que t'en penses ? Fondamental. Tellement fondamental que pour moi, c'est un critère d'acceptation ou de refus de mission. Ah, ouais. Intéressant. Ça veut dire que si je vois dans les entretiens que les RH ne sont pas dans la boucle, de la mission. Super intéressant. Enfin, super, non, tu quittes la mission, c'est pas super, mais c'est super intéressant comme critère. Et alors, du coup, je pense que tu vas aller un peu dans mon sens, c'est-à-dire que moi, je fais pas ça, mais c'est vrai que je me rends compte que dès que le sujet RH est pas, alors, soit il est pas abordé du tout, soit il est pas abordé dans les premiers sujets d'une transformation, honnêtement, on va au-devant de beaucoup de sujets. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on peut tenter de se dire, pourquoi on dit ça ? Pourquoi tu te permets de refuser des missions ? Et pourquoi moi je dis que effectivement, si c'est pas abordé dans les premiers sujets, on va au-devant de grosses mésaventures. Ça te va ? Yes, ouais. Okay. Finalement, je suis toujours un peu provoque, vous commencez à me connaître. En fait, pour être plus précis, c'est si je sens que le sujet RH, on ne voudra jamais l'aborder, que je refuse une mission. Pourquoi ? Parce que les RH, dans une transfo, je parle même pas agile, dans une transfo, c'est fondamental, c'est limite pour moi la direction la plus importante, voire même plus que les directions qui portent les produits et services qu'on développe et qu'on fournit à nos clients internes ou externes. Pourquoi ? Parce que les RH, finalement, ils ont les clés de l'entreprise et des compétences et de l'expertise et de là où va aller l'entreprise. Donc si cette direction ne souhaite pas ou on ne souhaite pas qu'elle participe à cette transformation, agilité ou non, on est sûr qu'on va pas aller super loin, quoi. Exactement, complètement. Et donc si on en revient effectivement sur notre sujet de transformation agile, une des plus grosses barrières qu'on peut avoir, c'est que quand on va mener notre transfo, on va forcément amener des nouveaux rôles, on va tenter de faire évoluer des gens, on va pourquoi pas même imaginer des parcours, des nouveaux rôles, créer des nouvelles compétences. Et si derrière on n'a pas la fonction RH qui supporte ça, si on n'a pas en fait finalement des grilles qui supportent ces parcours-là, des parcours de formation, enfin tout ce qui va venir supporter l'évolution de vos personnes en interne, évidemment je parle, en fait finalement les gens vont pas se projeter, les gens vont même pas s'engager et globalement la transformation vers laquelle vous allez aller, qu'elle soit d'un framework A, B, C ou D, elle ne prendra pas parce que vous avez juste pas les fondations qui vous permettront d'y aller. Donc c'est primordial évidemment. Tu vois, en base de travail, il y a un site que j'adore qui s'appelle l'IFTF, qui est l'Institute for the Future, qui régulièrement met à jour cette étude qui est justement les jobs de demain et les trajectoires à adopter. Et en fait, quand on est RH, alors je vais globaliser, mais quand on est RH, finalement, l'enjeu, c'est de dire aujourd'hui, j'ai des compétences et demain, est-ce que c'est dans 1, 2, 5, 10 ans ? En tout cas, j'aurai des nouvelles compétences. Et sur ces nouvelles compétences que j'anticipe, lesquelles on pense avoir besoin. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quoi la trajectoire pour amener les personnes de mon organisation des compétences qu'on a aujourd'hui vers les compétences de demain. Sachant qu'on est dans un monde VUCA et finalement, les compétences qu'on avait projetées à 10 ans, elles peuvent changer. Donc, finalement, l'enjeu, il est énorme. Et finalement, bien sûr, nous, on va parler de SAFe, un peu plus forcément parce que c'est notre expertise, mais SAFe amène un certain nombre de rôles qui vont énormément challenger l'organisation, puisque vous le savez, sur SAFe, ou alors vous ne le savez pas, mais quand on fait SAFe, on a ce qu'on appelle le Dual Operating System, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'organisation de l'entreprise, puisque quand on fait une transfo SAFe, on ne touche pas à l'organisation, mais en revanche, on met en place une organisation virtuelle
qu'on va appeler un train, à côté, et ce train, il vit par des rôles. Et l'enjeu, c'est comment je fais rentrer ces rôles dans l'entreprise, sachant que ces rôles, ils sont pas définis réellement, ni par vos conventions collectives, ni par la loi, ni par tout ce que vous voulez. Et l'enjeu des RH, c'est de respecter la loi. Comment on les accompagne, ces RH? C'est sûr, exactement. Et donc là, on a pas mal parlé des rôles. Je pense qu'il faut aussi parler forcément des compétences, parce que c'est un autre des sujets qui doit être traité par les RH. Et vous savez que dans l'agilité, on va énormément tenter d'aller vers des équipes pluridisciplinaires, pluricompétentes, ce qu'on appelle des T-shaped skills, hein, d'accord? C'est-à-dire des personnes avec peut-être une ou deux compétences très profondes, très expertes, et puis des capacités à faire sur pas mal d'autres trucs. On pousse aussi l'amélioration continue, l'apprentissage continu, la formation continue. C'est vraiment ça des principes hein, qu'on pousse énormément dans l'agilité. Et donc, si vous êtes Scrum Master, Team Lead, RTE, enfin peu importe, un Product Owner, mais que vous avez la volonté d'arriver à ce genre de choses, mais que vous n'avez pas derrière la structure RH qui vous aide, qui vous soutient, qui vous supporte, qui vous permet de le faire, bah c'est pareil. Ça restera un vœu pieux. Et en fait, on n'arrivera pas forcément à arriver à cette multi-compétence et à développer les gens. Donc, c'est aussi très, très bête, effectivement, si vous avez la volonté, mais que pas les armes. Complètement. Il y a un des sujets que tu as abordé que j'ai envie de deep dive, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Parce qu'on se rend compte que c'est peut-être un des trucs les plus durs à mettre en place. Souvent, quand vous démarrez un train, en tout cas dans mes expériences, c'est en fait quelque part le reflet de l'organisation. J'illustre, si vous avez une équipe, une direction DevOps, bah dedans, vous allez avoir une équipe DevOps. Mais du coup, il y aura que des, entre guillemets, des DevOps. Vous n'aurez pas de personnes qui gèrent Oui, au-delà du fait que DevOps, il y a DevOps et DevOps, hein, mais il n'y aura pas de Scrum, il n'y aura pas de PO, il n'y aura pas de QA, il n'y aura pas de marketeur, par exemple. En fait, l'équipe, elle ne sera pas du tout autonome. Et le problème... silo classique, ouais. Exactement. Et le problème, quand vous êtes dans un train, c'est que cette équipe, elle sera toujours en attente du travail d'un autre et une autre équipe sera en attente de ce travail. Et en fait, ces hand-off, c'est la plus grosse cause de délai, de retard dans les sujets. Et l'enjeu de l'équipe pluridisciplinaire, encore une fois, je caricature, mais je prends un Ops parce qu'elle est dans telle équipe organisationnelle, un Dev à côté, un PO, un Scrum, un QA, tout ce que vous voulez. Et pourquoi c'est compliqué à mettre en place? C'est tout simplement parce que quand vous avez Micheline, qui est DevOps depuis 10 ans, et son quotidien, c'est d'être avec ses copains, ses copines DevOps, on lui dit non, mais demain, tes collègues du quotidien, c'est plus eux, c'est des personnes que potentiellement tu ne connais pas et qui appartiennent à 7, 8, 10 directions autres de ton entreprise. Et ça, si vous n'avez pas l'appui des RH, mais du management ni la volonté, c'est impossible. Et pourquoi? Parce que classiquement, quand on est justement monocompétence et qu'on n'est pas ouvert en mode T-shaped skills, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on pense silo, on a des objectifs dans notre silo, donc mon silo DevOps, et en fait, au final, comme je ne pense pas produit plus large et que je ne fais pas partie d'une équipe qui est organisée autour d'un produit, non plus autour d'une fonction d'entreprise, et ben forcément, moi, je vis dans mon monde siloté. Et en fait, c'est même pas une critique qu'on fait, c'est que le système fait que les gens se comportent comme ça. Et donc effectivement, Anthony, si les RH n'aident pas même au niveau de la définition du modèle opératoire de notre façon de travailler, de notre transformation, si on n'aide pas les RH à comprendre les organisations agiles qu'on met en place et qu'on ne les implique pas également dans la définition, etc., eh ben on va pouvoir arriver à des situations comme celles que tu as décrites. Et en fait, on va dire, l'agilité, ça marche pas. Je comprends pas. On n'arrive pas à gérer les dépendances. Bah oui, mais le problème est peut-être plus profond et les RH peuvent aussi. Très souvent, cette critique, c'est quand tu creuses, mais un tout petit peu, tu te rends compte qu'on faisait pas d'agilité. On faisait quelque chose de surface. Alors, on a mis des super noms de cérémonies. Les gens ont des rôles, mais ils comprennent pas vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel. Finalement aussi. Vas-y. Vas-y, non, je vais juste rajouter un truc, Anthony. Si on fait un épisode sur le sujet plus tard, sur la partie transformation, sur la partie éventuellement LACE, ce genre de choses-là, je pense qu'il faudra effectivement aussi aborder ce sujet-là des RH dans ces équipes-là, parce que très souvent,
et ça, moi, je vais conclure là-dessus. En tout cas, Carrément. les équipes RH, on les met complètement en dehors de nos transfos. Et voilà, comme la com ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est pas. Ah, c'est une hérésie. Exactement. C'est une hérésie. Et finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour les RH? Qu'est-ce qu'ils doivent sortir finalement? C'est quoi leur produit en fait? Qu'est-ce qu'ils doivent sortir en termes d'output? Les RH, finalement, ils doivent réussir à mettre en... Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont garants aussi du respect de la loi, au même titre qu'ils sont garants du développement des talents, des compétences, des équipes qui font vivre l'entreprise. Donc, ça passe par des définitions ou redéfinitions de rôles. Ça passe du coup par de la négociation syndicale, parce que finalement, quand vous mettez des nouveaux rôles, c'est suffisamment structurant et vous êtes obligé de passer par ces comités, par le CHSCT, etc. Donc ça aussi, c'est mieux d'avoir des coachs qui sont rompus à l'exercice et qui sont aussi capables de vous appuyer là-dessus. Mais il faut aussi définir des trajectoires. Et quand je dis des trajectoires, j'insiste. Pourquoi? C'est pas parce que je suis, par exemple, Scrum, que je veux forcément rester Scrum toute ma vie, mais un meilleur Scrum, ou que je veux devenir RTE, ou que je veux devenir je sais pas quoi. En réalité, ça veut dire que pour chaque rôle à un instant donné, je pourrais devenir n'importe quel rôle finalement, je caricature un peu, mais n'importe quel rôle. Et l'enjeu des RH, c'est de mettre un cadre, une structure qui permet de favoriser ça, mais aussi également de mettre des contraintes. On pourrait très bien dire que si t'es PO, t'as jamais été technicien, c'est peut-être un peu plus dur pour toi de devenir dev. Alors, encore une fois, je caricature un peu, mais c'est pas, on n'est pas dans l'agilité monde de oui-oui où tout est possible, etc. En fait, c'est extrêmement cadré. Et il faut que ce soit posé. Et donc ça, c'est ce qu'on va attendre principalement des RH dans cette transformation. Donc effectivement, primordial, comme tu l'as dit. Je pense que c'est peut-être le moment qu'on passe au takeaway et au coup de bambou. Yes. Je me permets de commencer, ça te va? Vas-y. Ok, moi je pense que un des takeaways principaux que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que dans une transfo agile, on est tout le temps en train de se dire on veut favoriser la collaboration, la transparence, l'adaptabilité, l'engagement des personnes, etc. Et que encore une fois, tout ça, ça peut pas se faire sans les RH. Donc impliquer les RH le plus possible et aider les RH à comprendre l'organisation qu'on met en place. Pour moi, il y a deux choses, il y a l'agilité au service des RH, c'est-à-dire les RH vont travailler en mode agile, ça c'est aussi important, mais il y a la deuxième chose, c'est les RH au service de l'agilité. Et c'est là où effectivement ils doivent nous aider à définir nos modèles opératoires et nos parcours. Yes, carrément. Et finalement, mon premier coup de bambou, c'est un peu corollaire à ce que tu as dit. On ne peut pas mener une transfo sans les RH. Pour moi, c'est impossible. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de rester et perdurer dans des organisations qui sont le reflet de l'organisation hiérarchique. Et c'est tout le sujet de comment on est orienté produit grâce aux équipes pluridisciplinaires. Je dis c'est tout, mais finalement, c'est quand même le plus dur. C'est tout, c'est quand même beaucoup, oui. Yes. Merci les pandas. Merci tout le monde. J'espère que l'épisode vous a plu. Et Benoît, on se retrouve quand? Au prochain épisode. À bientôt les pandas. À bientôt tout le monde. Agis comme un